Je peux y aller. Nous allons vous présenter maintenant à deux voix le rôle du souvenir français et la généalogie, et puis plus longuement l'application mobile géomémoire. Alors, comprendre le rôle du souvenir français et la généalogie, c'est d'abord comprendre l'évolution de la vie mémorielle, en particulier en France, mais globalement dans tous les pays du monde. Nous sommes passés d'une politique de mémoire qui était une politique de mémoire centrée sur la nation, sur l'ensemble du collectif individu, à une politique de mémoire où les individus particuliers prennent une place beaucoup plus importante. Et on voit très bien cette évolution des politiques de mémoire à travers les grandes cérémonies commémoratives. Si vous prenez par exemple les cérémonies de Verdun, en 1966, lorsque le général de Gaulle préside les cérémonies du 50e anniversaire de la bataille de Verdun, vous avez une vision purement collective de la bataille de Verdun. On ne parle pas des individus. Lorsque vous arrivez en 1996, aux commémorations du 80e anniversaire de la bataille de Verdun, présidée par le président Sarkozy, vous voyez apparaître dans le public une masse de gens avec des photos de leur grand-père. Et on voit à travers cette évolution des simples cérémonies de Verdun, une évolution de l'ancrage vers l'individu. Plus nous ancrons la mémoire vers l'individu, et plus la généalogie a sa place dans cet ancrage. Voilà, c'est comme cela qu'il faut voir les choses. Hier, lorsqu'on faisait une vie commémorative forte, on partait de la nation pour aller vers l'individu. Aujourd'hui, si vous voulez faire réussir votre commémoration, y compris dans les petites villes de France, il faut partir de l'individu pour remonter à la nation. C'est cela le changement fondamental qui est lié incontestablement à l'individualisation aussi de la société, et par là même, c'est ce schéma fondamental qui permet à la généalogie de jouer un rôle fort aujourd'hui dans les politiques de mémoire. Voilà globalement ce que j'avais à dire dans cette introduction. Le souvenir français, on le voit bien, a été confronté à ce problème. Le souvenir français s'intéresse à la sauvegarde, d'abord, à la sauvegarde et à l'entretien des tombes. Et on voit très bien que pendant des années, on entretenait les tombes sans s'intéresser vraiment à ce qu'avaient fait ceux qui étaient dans la tombe. En clair, on s'intéressait à la tombe comme lieu global. On faisait une cérémonie dans le cimetière. Mais si vous demandiez à nos adhérents, mais au fait, celui qui est inhumé dans cette tombe, quel a été son destin, quelle a été sa carrière, quelle a été sa part de France, il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Et donc, nous sommes confrontés aujourd'hui, fondamentalement, à adapter notre association, le souvenir français, à ce besoin d'individualisation de la société, à ce besoin de force de force de l'histoire personnelle. Bon. À partir de là, le souvenir français a essayé de s'adapter à ce tournant et il a fait deux choses essentielles. Alors, s'adapter d'abord à ce tournant, il faut savoir ce que veut dire les chiffres. Lorsque nous sommes sur la mémoire de la Grande Guerre en France, il ne faut jamais oublier que 8 millions de Français, hommes, ont été mobilisés en 14-18. Tous ne sont pas allés sur les champs de bataille, 3 500 000 à peu près sur le champ de bataille, et 1 400 000 qui perdent la vie. Mais 8 millions de Français sont mobilisés. C'est-à-dire que quand on travaille sur une généalogie familiale, il y a quasiment toute chance de rencontrer l'arrière-cousin, l'arrière-tonton euh, ou le grand-père ou l'arrière-grand-père qui a fait 14-18. Ça, c'est une chose fondamentale. Sur 39-45, c'est très nombreux, mais beaucoup plus compliqué, car la guerre de 39-45 est une guerre d'émiettement. Il y a les résistants, il y a les combattants de 40, il y a les combattants de 44, il y a les prisonniers de guerre, il y a les déportés. Et on voit bien que c'est une multitude d'hommes, de femmes, beaucoup plus de femmes qu'en 14-18, de femmes qui sont partie prenante de la guerre de 14-18, de 39-45, excusez-moi. Enfin, pour l'Algérie, je rappelle que plus d'un million de jeunes Français ont fait la guerre d'Algérie, ce qui veut dire que plus d'un million de Français, alors je sais bien que l'Algérie n'est pas encore totalement adaptée à la recherche généalogique, mais qui seront demain dans la généalogie.
C'est une première chose quantitative à bien comprendre. Qu'est-ce que je souhaitais également vous dire? Ben, vous dire que le souvenir français, confronté à cette question de l'individualisation des sociétés et de l'individualisation de la mémoire, s'est adapté avec deux ou trois grandes initiatives. La première grande initiative, c'est celle que nous avons faite pour 1870 avec la Fondation de généalogie, avec la Fédération de généalogie, non pas la Fondation, avec la Fédération de généalogie. L'idée est très simple. Les monuments aux morts en France ont été créés après 14-18. Donc les monuments aux morts sont adaptés à la mention mort pour la France, qui est une mention de 1915. Avant la mention mort pour la France, nous n'avions pas de mention en France. Ça veut dire que personne ne décrétait pour qui vous étiez mort. Ce qui veut dire tout simplement que sous la royauté, sous Napoléon Ier, on était mort pour le roi ou pour l'empereur. Et le tournant, c'est à partir du Second Empire, et en particulier à partir de 1870, où on commence à réfléchir pourquoi on est mort. Et là, on est plutôt mort pour la patrie, mais il n'y a aucune mention. Ce qui explique que sur les monuments aux morts français, on commence l'inscription à partir de 14-18. Sur le monument aux morts français, il y a 14-18, 39-45, les guerres de décolonisation, alors qu'il n'y a pas les guerres de colonisation, il y a les guerres de décolonisation, l'Algérie, l'Indochine, bien évidemment, Madagascar, et puis il y a tous les morts OPEX, des interventions de l'armée d'aujourd'hui depuis 1963. Le Souvenir français, avec la Fondation de généalogie, a souhaité faire inscrire sur les monuments morts 1870-71, tout simplement parce qu'il nous a semblé à nous que la guerre de 1870-71 était absolument fondatrice de l'Europe, quelque part. 1870-71, c'est la première guerre franco-allemande qui ouvre celle de 14-18, et celle de 14-18 va ouvrir celle de 39-45. Nous avons bien conscience que la guerre de 70-71 n'est que franco-allemande. Celle de 14-18, il y a 130 nations concernées, et celle de 39-45, c'est quasiment la guerre universelle par excellence. On en a bien conscience. Simplement, il nous a semblé important que lorsqu'on veut parler de l'Europe, lorsqu'on veut illustrer l'Europe, la guerre de 1870-71 a besoin d'être connue et comprise, ne serait-ce que parce que c'est la création de l'Allemagne. Donc, nous sommes partis à la recherche, grâce à toutes les recherches généalogiques, des combattants de chaque commune, morts en 1870 et 71, c'est-à-dire recensés dans les registres mortuaires, hein, les registres funéraires de nos communes. Et un certain nombre de communes ont accepté, nous sommes allés sur place pour un certain nombre d'entre elles, d'inscrire ces noms sur le monument aux morts pour faire cette ouverture de 1870 à nos jours, pour expliquer l'Europe. On ne peut pas expliquer l'Europe en faisant le tournant de 1870-71. C'est la première initiative généalogique de mémoire combattant que le Souvenir français a fait. Et puis, la seconde initiative, dont on va parler beaucoup plus longuement, et que Alexandrine Espinasse va me relayer pour en parler, c'est une opération géomémoire. Alors, notre opération géomémoire, c'est très simple. Moi, je l'ai eu en découvrant que vous aviez des entreprises privées qui proposaient des communes de France de faire la présentation du monument ou de la stèle en mettant les noms des combattants qui étaient dessus. Moi, je me suis dit, on peut faire la même chose dans les cimetières. On peut faire la même chose dans les cimetières, c'est-à-dire que l'idée est simple, c'est que, je vais revenir sur mon idée d'origine sur nation et individu, l'idée est simple, c'est de prendre de chaque tombe de mort pour la France et de redonner un destin à celui qui est inhumé dans la tombe. Redonner un destin. C'est-à-dire, en fait, de faire de cette tombe un véritable moment ou étape d'une mémoire communale. Une mémoire communale, le Dupont ou le Durand, qui est inhumé dans la tombe du cimetière communal, s'il a fait Verdun, s'il a fait Dunkerque, s'il a fait le Vercors, s'il a fait des combats des FFL, ce Dupont, ce Durand, il est une page de l'histoire communale. Et l'idée, c'est de dire que dans nos tombes, dans nos cimetières communaux en particulier, où sont inhumés de nombreuses morts pour la France, on estime aujourd'hui qu'environ
500 000 combattants morts pour la France sont inhumés dans des tombes familiales dans les cimetières communaux. Je parle bien là des cimetières communaux. Nous pensons que chacune de ces tombes, c'est un croisement entre trois mémoires. C'est-à-dire, celui qui est inhumé, il est à la fois porteur d'une mémoire familiale, il est le fils, le frère, le fiancé, le père, le grand-père d'une dynastie familiale ou d'une famille, tout simplement. C'est donc une mémoire familiale, mais il est aussi porteur d'une mémoire locale, communale. S'il est dans cette tombe, c'est que la famille a récupéré le corps, a demandé à l'État la restitution du corps pour le mettre dans une tombe familiale et pour le mettre dans une tombe familiale parce qu'ils estimaient qu'il y avait à la fois la famille, mais qu'il y avait aussi un rapport direct avec la commune dans laquelle il est inhumé. Donc c'est une histoire, une mémoire communale. Enfin, il y a le croisement avec la mémoire nationale parce qu'il est mort pour la France. Et ce croisement entre les trois mémoires fait qu'aujourd'hui, les tombes des combattants, les tombes familiales, les 500 000 tombes des combattants dans nos cimetières communaux sont incontestablement des étapes, des mémoires à connaître, de la mémoire à connaître. Et nous sommes persuadés, nous, au Souvenir français, d'une part, qu'il faut empêcher la disparition des tombes familiales où il y a des morts pour la France. Quand je dis empêcher, nous ne sommes pas contre la disparition de certaines tombes, mais nous voulons que celui qui est à l'intérieur de cette tombe soit récupéré dans une tombe collective avec son nom et son combat. Nous pensons, nous, qu'il faut à tout prix conserver ces étapes, ces chemins d'une mémoire communale et familiale dans les différentes communes de France. C'est la première chose que nous faisons. Et puis, deuxièmement, nous avons mis en place une opération géomémoire qu'on va maintenant vous expliquer. Géomémoire qui nous permet d'aller dans ces cimetières. Je dis toujours, il est urgent que les cimetières de France ne soient pas que des lieux funéraires dans lesquels on ne va que pour les enterrements, mais ce sont aussi des lieux d'histoire où l'on doit apprendre l'histoire. Nos cimetières aujourd'hui doivent être des lieux d'apprentissage de l'histoire. C'est ce que nous faisons avec Géomémoire. Alexandrine, je vous passe la parole. Alors, est-ce que je peux juste faire le partage d'écran? Alors, vous allez bien le voir ici, je pense. C'est juste savoir si voilà, ça enregistre toujours, hein. Très bien. Alors, donc moi, je suis Alexandrine Espinasse, je travaille pour le Souvenir français. Je suis en charge notamment des différents projets liés au cimetière, aux tombes, monuments aux morts, stèles, plaques, etc., entre autres, et aussi sur le développement donc, de l'application mobile Géomémoire, qui est une application qui a été créée en 2016 par le Souvenir français et qui a pour but de géolocaliser les tombes des combattants morts pour la France inhumés dans les cimetières communaux. Je voulais vous diffuser d'abord une petite vidéo pour vous présenter un peu l'application. Elle dure 2 minutes, hein, donc je vais la diffuser tout de suite pour que vous ayez un peu une vue d'ensemble. Je ne sais pas si on la voit. Si c'est bon, parfait. Très bien. Alors, juste une précision, dans la vidéo, vous avez le nom Mémoire d'âme. C'était le premier nom qui avait été donné à l'application. On a changé il y a quelques années. Et les visuels aussi, logos ont changé, mais vous avez quand même une idée globale du fonctionnement de l'application.
Alors voilà, je vais l'arrêter ici parce qu'après, c'est vraiment le visuel de l'application qui a du coup changé. Je vais remettre le PowerPoint. Alors, du coup, géomémoire. Donc, c'est un principe très simple. L'idée, donc, c'est l'utilisateur ouvre l'application et apparaît sur une liste que vous voyez sur la deuxième image avec les différents cimetières communaux géolocalisés qui se trouvent le plus proche de chez vous. Et lorsque l'utilisateur clique sur par exemple cimetière de Levallois-Perret, une carte comme Google Maps apparaît et à ce moment-là, vous avez différents points de géolocalisation qui correspondent aux petites cocardes que vous pouvez voir. Et ces différentes cocardes réfèrent à une fiche biographique qui se trouve juste ici sur la troisième image. La fiche biographique donc détaille le parcours du combattant avec également des images d'archives. Alors, ça peut être des photographies, ça peut être aussi des documents d'archives quand on a différentes autorisations de publier, etc. Et vous avez toute une bibliographie aussi des sources qui ont été utilisées. Au niveau national, pour vous présenter un peu l'application, aujourd'hui, on compte plus de 45 cimetières, les chiffres ont un petit peu changé, qui sont répertoriés dans l'application, avec plus de 1000 fiches biographiques de combattants disponibles dans 27 départements français. À Paris, on a un gros travail qui est aussi engagé avec différents cimetières qui sont en cours. Donc voilà, la petite liste est à côté. Donc on a notamment les Batignolles qui sont terminés, le cimetière de Grenelle, Montmartre, le Père-Lachaise, Vaugirard et le cimetière du Montparnasse. Le principe est assez simple de notre côté. En fait, on travaille principalement, évidemment, avec les communes, puisque ce sont à chaque fois des cimetières communaux qui sont géolocalisés. Donc, soit on travaille sur les carrés militaires qui se trouvent dans les cimetières communaux et qui sont propriétés des communes. Donc là, c'est assez simple parce que dans le droit funéraire, on a besoin d'avoir des autorisations pour exploiter, en tout cas numériquement, ces données. Donc là, je vous montre deux cimetières qui ont été géolocalisés, notamment suite à l'intervention du Souvenir français dans la restauration des différentes sépultures que vous pouvez voir. Vous avez les avant-après. Et dans un but de valorisation, on a proposé à la commune donc, de géolocaliser ces tombes et surtout d'inclure le destin et la biographie de ces différents combattants inhumés dans le cimetière. Et on fait exactement la même opération du coup pour les sépultures de combattants morts pour la France qui sont inhumés dans des sépultures familiales privées, donc relevant du droit privé, en accord avec les familles lorsqu'elles existent encore et lorsque les sépultures sont à l'abandon. Dans ce cas-là, c'est le Souvenir français qui s'en occupe et qui voit avec les communes. On a différents types de parcours qui peuvent être proposés. Alors, soit c'est sur l'entièreté du cimetière, on va géolocaliser les différentes tombes de morts pour la France, mais on a aussi d'autres possibilités qui sont des parcours un peu plus thématiques. Par exemple, dans ce cas-là, en 2021, nous avons participé à la commémoration de Suzanne Noël, qui a été une grande chirurgienne, qui a notamment énormément travaillé sur les gueules cassées pendant la Première Guerre mondiale, qui a un parcours assez intéressant. Et avec une autre association qui s'appelle l'Association des Sœurs Optimistes, nous avons fait toute une commémoration autour de cette sépulture qui se trouve à Montmartre. Et cette commémoration a donné lieu à un parcours sur les personnalités du monde médical de la Grande Guerre inhumées à Montmartre. Donc là, on a un parcours spécifique qui va être relié ensuite à la géolocalisation des tombes des combattants morts pour la France à Montmartre. Ce travail est disponible, il y a une quinzaine de tombes géolocalisées. Celles pour les morts pour la France, on a plus de 250 combattants référencés. Le travail est en cours et ce sera disponible probablement l'année prochaine. En ce qui concerne un peu la mise en œuvre et surtout la façon dont les généalogistes peuvent aussi utiliser ou bien contribuer à cette application, on va d'abord du coup faire un recensement des différentes sépultures dans le cimetière concerné. On va retenir le nom, le prénom, les dates extrêmes du défunt, les épitaphes, la photographie de la tombe et surtout les coordonnées GPS qui nous permettent de référencer correctement la sépulture dans l'application. Et ensuite, nous allons faire donc différentes recherches en archives, donc principalement lorsque c'est possible, les différents dossiers militaires au service historique de la défense à Vincennes et à Caen. On va s'emparer du coup de la rédaction de ces notices biographiques. Je vous passe un peu le détail sur les archives parce que je pense que vous voyez un peu sur quoi on pourrait
travailler mais multiples documents, tout document qui pourrait nous intéresser, aussi bien auprès des familles qui parfois ont des documents personnels qui sont extrêmement précieux aussi pour restituer réellement la biographie du combattant, mais aussi des archives du coup consultables librement. Donc ensuite, on opère la rédaction des fiches biographiques qui a le format suivant. Donc on a une fiche signalétique, un texte écrit qui doit être lu en 2-3 minutes parce qu'on est sur une application mobile. Donc l'idée aussi, c'est de révéler certains éléments de la vie et pas forcément faire il est né, il est mort et voilà. Donc on essaye de trouver aussi des éléments qui soit aussi intéressant pour les lecteurs et surtout qui soit sourcé. C'est-à-dire qu'on fait un vrai travail d'archive derrière qui ne soit pas non plus, si vous voulez, des choses qui peuvent être qui ne peuvent pas être vraies. Tant que c'est pas sourcé, on ne se prononce pas sur la biographie de la personne. Le texte peut être accompagné donc de différents éléments iconographiques et aussi d'un audio qui est rendu possible lorsque on se rend sur la fiche et un pour en savoir plus qui correspond du coup à la bibliographie et aux sources. En ce qui concerne donc toutes ces fiches, la plupart des fiches sont rédigées par des généalogistes avec qui nous travaillons directement au sein du Souvenir français. Et les données sont intégrées, elles, par contre, par le siège du Souvenir français pour garantir une certaine intégrité aussi dans ce qu'on peut mettre dans l'application. Pardon. Autrement dit, en fait, tout est relu, corrigé et sourcé également parce que l'application mobile nous, et le fait de publier numériquement des données aussi nous impose certaines réglementations. Et l'intégration, en tout cas quand il y a un projet qui est avec une commune, est suivi, ou en tout cas précédé d'une signature avec la signature d'une convention pardon, entre la commune et le Souvenir français. Et la commune va s'acquitter du paiement aussi de frais d'intégration auprès du Souvenir français. L'application peut nous permettre du coup différentes propositions pédagogiques. C'est vraiment le but, je dirais, premier et secondaire en même temps de l'application. Le but, c'est de faire découvrir les cimetières communaux à travers un outil numérique à destination des usagers et usagères d'un cimetière, mais surtout aussi à destination des scolaires. Donc là, je ne vais pas vous le détailler, mais on a mis quelques exemples de manières dont on peut utiliser l'application avec des scolaires, aussi bien une utilisation en classe, qui a un intérêt assez comment dire, intéressant, et aussi l'utilisation dans le cimetière, parce qu'on considère, nous, au Souvenir français, si je puis dire, qu'un bon nombre d'élèves n'auront peut-être jamais l'opportunité de partir loin de chez eux pour visiter un site mémoriel, mais par contre, ils peuvent aller très facilement dans le cimetière communal qui se trouve à quelques mètres aussi, souvent, de leur établissement, d'où l'intérêt d'utiliser aussi l'application. Généralement, donc, le projet se termine par une cérémonie d'inauguration également où différentes associations vont être invitées et toujours les scolaires qui sont les premiers à utiliser l'application. Pareil, je vous passe les détails de comment préparer une cérémonie, c'était simplement pour illustrer le propos. Maintenant, au niveau de l'utilisation, donc je vous invite évidemment à la télécharger et à me faire remonter directement. Voici donc nos contacts. Claudia Bonafou, qui est au fond de la salle, travaille, elle est en service civique ici et elle s'occupe de toute la rédaction et de la recherche en archives pour l'application GeoMémoire. Voilà, en tout cas, un outil dont vous pouvez vous emparer également lorsque vous le voulez, nous contacter pour cela. Merci. Vous avez des questions c'est les deux. Je dirais que c'est les deux. Il y a beaucoup de travail de terrain de la part de nos bénévoles qui vont vers les communes pour présenter le projet, mais on peut aussi avoir des communes qui en ont entendu parler et qui viennent s'intéresser. Ah, semble que dans mon coin, il n'y en a pas. Alors, où se trouve votre commune? On peut travailler ensemble. Dans les Ardennes?
Alors, les Ardennes, non. On a un projet qui est prêt, mais qui n'a pas encore été inauguré. C'est à Sedan. Je sais que dans le village, il y a effectivement une antenne de souvenirs français. D'accord. C'est pour ça que je me pose. C'est à quel village? Moi, je connais. Moi, je connais. Je connais aussi. Oui, bah écoutez, contactons-nous. Absolument. Allez. Vous pouvez le rassurer. Malheureusement, si vous avez pas d'événements, c'est tout le moment. Une cinquantaine, ça veut dire à peine 10. Oui, dans le cimetière. Donc, vous savez combien de temps sur Excel. Mais sur les restitutions il y a en 14-18. Il y a aussi un Non, mais cela, c'est autre chose. Nous, les restitutions sur les 300 000 tonnes qui ont été restituées en 14-18. Donc, on a restitué 300 000 tonnes en 14-18. C'est cela qui nous intéresse. Donc, ça fait 300 000 sur 1 400 000 tonnes. Ah oui, parce qu'en plus, dans ces régions, il y a des 39-45 et il y a que beaucoup de contrôle. Parce que, mais donc, nous, on joue dans un cimetière communal, c'est 115% de la liste inscrite sur le monument mort. Et le problème que nous avons, c'est que le 15%, il faut le conserver. Car nous avons en face de nous une disparition massive de ces tombes. Il y a actuellement un plan de récupération des tombes. La majorité sont en vie, il n'y a plus de personnes. Massive. Alors, est-ce que ça, c'est dû à deux choses, ou trois choses? Premièrement, il y a incontestablement de nombreuses tombes à l'abandon parce qu'il y a eu des changements de population. C'est la première chose. La seconde raison, elle est un peu différente. C'est que se sont créées des entreprises privées qui sont excellentes, qui vont voir les maires pour leur dire on va remettre votre cimetière en l'état, ça ne vous coûtera rien puisque vos concessions seront relouées, ou revendues. Donc, il y a beaucoup de maires qui acceptent. Et nous avons un problème de fond aujourd'hui qui est sur la disparition massive de tombes de 14-18 en particulier, puisqu'il y a 100 ans de restriction. Et donc, nous, souvenirs français, nous battons pour qu'il reste quand même le souvenir, l'inscription du nom quelque part. En clair, on ne veut pas que les restes du combattant finissent dans un ossuaire. En gros, le problème, c'est les ponts qui doivent arriver, qui viennent dans le. C'est pas le deuxième point. Oui. C'est le point. Il ne doit pas en avoir tant que ça. Non, c'est pas spécialement ça le souci. Parce que là, c'est pour ça. C'est plutôt les chapelles. C'est pas tellement celle de 14-18. S'il n'y a pas d'autres questions. Alors, en tout cas, il n'y en a pas de géolocalisé aujourd'hui dans l'application. Après, on peut intervenir, on a une intervention, mais ça dépend du contexte, je dirais, administratif, surtout de la sépulture. Est-ce que vous pensez à un exemple en particulier? Non, je pensais, est-ce que ce sont les consulats qui sont des consulats français qui... Oui, allez-y. Je vous réponds. Si vous voulez, dans ce qu'on vient de parler, les tombes dont on vient de parler sont toutes des tombes de morts pour la France dans des cimetières communaux. Il y a parallèlement, ce reste en France, dans les grandes métropoles nationales de 14 700 000 combattants. 700 000 combattants. Les métropoles nationales, nous n'intervenons. Les métropoles nationales, c'est l'État, c'est le ministère des Armées qui a compétence. Lorsque l'État a compétence quelque part, c'est pas la peine de se battre. C'est ma théorie à moi. Donc, on pèse comme c'est pas l'État. Donc, au niveau de l'État, c'est ça. Pour l'étranger. L'étranger, c'est exactement le même problème. Vous avez dans de très nombreux pays du monde des métropoles nationales, à partir de la France. Grèce, en Macédoine du Nord, en Turquie, vous avez dans les métropoles de 14-18, voire de 39-45, et qui sont gérés en définitive par l'État français à travers les ambassades et les consulats. Ils reçoivent des fonds pour entretenir ces tombes. Donc, il y a à l'étranger relativement très peu de tombes
de Mort pour la France, cimetières communaux. Hein. Ouais, Il y a des tombes dans les cimetières nationaux de France, c'est clair, et on essaye de ne pas y intervenir, on a suffisamment de travail. Et puis, comme on est parti sur cette idée de géolocalisation, ça vient de nous, on se met très très fort le développement, on verra plus tard. Mais on ne veut pas trop se lancer dans les métropoles nationales pour l'instant. Je pensais au bon pour la France, dans des tours, dans le Piémont, par exemple, dans les villages du Piémont. Alors, le Piémont, vous avez oui, des personnes mortes pour la France qui sont enterrées dans des cimetières. Vous pensez à quel cimetière dans le Piémont? Il y a des morts pour la France. Morts pour la France. Vous avez en Italie un certain nombre de morts pour la France liés aux troupes françaises qu'on a envoyées en 1917. Là, on en trouve. Mais ce sont des campagnes nationales, c'est toujours le même problème. Et vous avez en Italie beaucoup de tombes. Vous avez raison, je suis en train de réfléchir tout haut. Vous avez des morts pour la France qui n'avaient pas le statut de mort pour la France de la campagne d'Italie, de Napoléon III. Là, il y en a. Hein. Alors là, vous avez en Italie un nombreux cimetières des tombes militaires françaises qui sont les tombes de la campagne d'Italie. On a une délégation en Italie qui intervient pour entretenir ces tombes. On n'est pas encore passé à la géolocalisation. La géolocalisation, jusqu'à présent, on s'est concentré essentiellement sur 14-18, un petit peu sur 39-45. On a des cimetières, oui, avec 39-45, et très peu sur l'Algérie. Car l'autre problème que nous avons, c'est qu'autant on peut trouver tous les renseignements possibles, imaginables sur 14-18, dès qu'on commence déjà sur 45, un peu moins d'accès, pour l'Algérie, c'est encore très fermé. Très fermé. Bon. Ben voilà. Et c'est vrai qu'avant 1860, on a commencé 1870 ensemble, hein, c'est vrai qu'on n'est pas remonté à. Merci. Bah, je vous laisse arrêter. Je suis là, arrêtez. Moi, je suis allé